La personne qui m'a dit un jour « Vous n'êtes pas le guitariste de Dan Arbraz ?» mais elle m'a rendu un grand service. Mais elle a raison, je suis le guitariste de Dan Arbraz. Oui. Mon père aurait dû être pilote, puisqu'il était pilote pendant la guerre. Il a pris la suite de son père, mon grand-père, Jean Lebras, qui avait monté, après avoir eu une forge, avait monté une carrosserie à Quimper qui marchait du feu de Dieu. Et il s'est, on va parler poliment, ennuyé toute sa vie à faire un métier qu'il n'aimait pas, mais il l'a fait en mémoire de son père. Et c'est pour ça qu'un jour, papa a dit « Moi, toute ma vie, j'ai fait un métier qui ne me plaisait pas. Mes enfants feront ce qu'ils veulent. » Ma maman, une fois, je lui posais des questions, elle m'a dit « T'as toujours été compliqué. » C'est peut-être, j'étais compliqué, ouais, je pense. J'ai toujours été un peu perdu. Et je crois pas que j'ai vraiment changé, d'ailleurs. Mais c'est venu peut-être de la pension. On m'a mis 2 ans en pension. Et ça a été un choc, quoi. Je l'ai vécu comme un abandon. À la fois, j'en ai souffert, mais j'en veux pas à mes parents. Et un jour, je suis allé, non pas leur pardonner, mais leur dire « je vous laisse en paix. Maintenant, je sais ce que c'est de faire des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait. On en fait tous. » Et ça m'a fait un bien immense de les laisser en paix. J'ai une chanson qui s'appelle comme ça, « Left in Peace », quoi, de les laisser, de leur foutre la paix, quoi. Laissez-les dormir tranquilles. Je crois que c'était globalement une belle enfance et en plus avec deux couleurs, quoi. La couleur un peu quimpéroise, Sud-Finistère, et puis la couleur douarneniste qui ne peut que rester gravée, on ne peut que s'en souvenir et garder le souvenir de cette ville sur le bord de cette baie absolument sublime, et puis les gens de là-bas avec leur humour, leur accent. J'ai vécu un petit peu le périple d'un Quimpérois typique. Tous les gens voulaient quitter leur campagne pour devenir Quimpérois et puis être presque plus bourgeois que les bourgeois. C'était comme ça, les gens voulaient... C'était un symbole de réussite peut-être d'habiter à la grande ville, quoi. Et maman, je pense qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait quitter Douarnenez, comme ma tante Simone, qui est la sœur de ma grand-mère. Elle est partie coiffeuse à Paris, coiffer les prostituées à Pigalle. Et c'est une dame à qui je dois beaucoup, parce qu'elle m'a fait découvrir des choses à Paris que je n'aurais pas connues sans elle. J'ai pu aller au Golf Drouot, j'ai rencontré des musiciens qui ont été tellement importants, Georges Chatelain en l'occurrence. J'ai pu acheter des disques aux Galeries Lafayette que je n'aurais jamais trouvé à Quimper. Et ces disques, c'est des fondamentaux. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Burt Jansch, John Martyn, John Renbourn. Il devait y avoir un gars qui s'occupait des rayons aux Galeries Lafayette qui devait être très blues. Donc tous les 33 tours, je regardais, dès que je voyais une guitare, j'achetais, quoi. Et j'ai bossé tellement d'heures, tellement de mois, tellement d'années, ces trucs-là, je les ai tous appris, comme ça, en écoutant, en mettant 33 tours en 16 tours, pour pouvoir comprendre un peu ce qu'ils faisaient, quoi. Et je ramenais ça comme des trésors à Quimper, quoi. Merci tante Simone, parce que c'est à Paris que j'ai découvert ça et que j'ai pris beaucoup d'années d'avance pour arriver aux côtés de Stivell après, quoi. C'est une personne qui s'appelle Georges Chatelain, dont Dan m'avait parlé, qui a été un petit peu son initiateur de picking. Et cette personne-là est sur Paris. Elle avait sorti un bouquin, une méthode de picking.
Et personne connaissait ça. Je veux dire, c'était vraiment une grande nouveauté en France à l'époque. Et Dan avait vaincu sa timidité pour aller à la rencontre de cette personne-là en disant « Vous avez sorti une méthode, mais je ne comprends pas comment ça marche. » La façon dont il m'a montré, j'ai réussi à comprendre comment Donovan et Bob Dylan, par exemple, faisaient leur picking. Moi, je pensais qu'il y avait deux guitares, qu'il y avait une guitare qui faisait pong, 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 et l'autre qui faisait ting, 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 ting. Alors que non, c'est une seule main qui faisait ça. Mais il fallait que quelqu'un me le dise. Ce qui était sympa, c'est que lui-même, Georges Chatelain, tenait son picking de Paul Simon, qui lui avait appris. Donc on pourrait, en résumant, dire que finalement, Dan Arbraz tient en ligne quasi directe son picking de Paul Simon. Quand mon grand frangin, Pierre, a commencé à grandir et que les années 60 ont déboulé de partout, il écoutait Radio Luxembourg. Et moi, j'étais dans la chambre d'à côté, et puis il écoutait les Shadows, il écoutait Cliff Richard, il écoutait Elvis Presley, il écoutait les Teddy Bears, il écoutait Paul Anka, et moi, j'entendais tout ça dans ma chambre d'à côté. Alors moi, après, j'ai eu un décalage. Moi, avant d'arriver à ce stade-là, j'avais les Chats Sauvages, j'avais les copies françaises, quoi, les Chaussettes Noires, les Pirates, Longchrist et les Dalton. Et puis, donc, Pierre était voilà, un petit peu plus en avance que moi, et puis à un moment donné, je l'ai rattrapé, comme on dit, et j'ai commencé, moi aussi, à écouter Radio Luxembourg. Donc, il y avait de la musique partout, quoi. Mon cœur chante avec la locomotive, je vais retrouver mon amour avec elle dans l'eau de la rivière. Dan a joué un petit peu avec nous tout au début, il a fait une formation qui s'appelait Les Rebelles, et ça a été assez éphémère, mais c'était la même formation après. Et lui, après, il a joué avec les Géristes, Concarneau, les Goths, Brest. Après un passage rapide avec Hallyday, Chaussettes Noires, Chats Sauvages, le rock à la française, on a vite découvert les originaux, Little Richard, Jerry Lee Lewis, et c'était un choc à l'époque. 63, c'était un choc. Il y a eu les balles, c'est-à-dire que la musique changeait, le rock'n'roll arrivait, les anciens orchestre était vieillot un petit peu. Ils ont senti qu'il était temps de renouveler un petit peu les équipes. Et ils ont engagé 3-4 musiciens d'un coup, comme ça, pour assurer la partie slow et rock que les jeunes danseurs demandaient. Maman a tout fait, je pense, et je lui en veux pas, mais elle a tout fait pour que je fasse quelque chose d'autre que de la musique. Parce tout le monde lui disait, mais Daniel, c'est la honte, il faut faire quelque chose, c'est pas un métier quand même, Hélène. Le fils de Tintin le Bras, quand même, peut pas faire de la musique, il faut qu'il fasse quelque chose, un vrai métier, quoi. Hein. Et donc, papa n'a pas bougé. Elle a essayé de convaincre papa de m'empêcher, et si papa avait mis le turbo, j'aurais eu peur et j'aurais peut-être, d'accord, j'aurais arrêté la musique. On avait les cheveux longs, et Dan, pour des raisons familiales, peut-être un peu embêté avec ses parents, et puis le boulot qu'il faisait toujours au début dans l'hôtellerie, il ne pouvait pas se permettre, évidemment. Donc il souffrait un peu de ne pas être comme nous, quoi. Dans ce temps-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un vrai métier. Donc j'avais ou l'école de coiffure ou l'école hôtelière. Bon, l'école de coiffure, heureusement que je ne l'ai pas choisie. Et l'école hôtelière, ça me plaisait bien. Être dans un bar, rencontrer des gens, pas pour boire, mais pour servir. Je trouvais ça sympa, un métier de contact, quoi. Donc j'ai fait l'école hôtelière. Et un jour, donc, j'étais à Kermor. Et puis, tout d'un coup, au plein milieu du repas, il y a un monsieur qui est arrivé au bout de la salle, qui s'est installé. Il avait un tube comme ça en bois. Pop, il a mis une harpe dessus. Je dis, c'est quoi ça? Puis moi, il fallait que je serve mes 5 ou 7 tables, quoi. J'avais pas que ça à faire, quoi. Il fallait pas rêver, quoi. Et il commence à jouer, quoi. C'est comme si Paul Simon et Bob Dylan réunis étaient arrivés dans la pièce, quoi. Ils jouaient des trucs, c'était d'une beauté. C'était encore mieux qu'une guitare, parce qu'il y avait je crois qu'il y avait 32 cordes, donc ça résonnait encore plus une guitare. Les guitaristes, on est tous des harpistes frustrés. Et c'était Alan Stivell. J'ai joué notamment au Cornouailles, et puis donc Marc Lebert
pour m'aider un petit peu. Il m'a amené dans un restaurant, puis l'occasion de faire tester presque à la limite à un public comme ça, savoir quelle réaction auraient des gens m'entendant chanter avec cette harpe bardique à cordes métalliques. Et en fait, la réaction, la plus grande réaction, c'est celle de Dan, évidemment. Il était enchanté, parce qu'effectivement, c'était une découverte. Dan était quand même un musicien de rock, un musicien qui faisait du bal, mais qui était folk rock, mais qui avait vraiment une couleur rock. Et c'était justement ce que voulait Stivell à ce moment-là, montrer que la musique bretonne pouvait tout à fait... était une musique celtique pop. Et c'est la dimension de la guitare électrique qui permettait de le rendre évident aux gens qui ne s'en rendaient pas forcément compte, quoi. Et Dan était parfait pour ça, parce que c'est un grand guitariste, donc il a forcément aidé Stivell. Moi, il y avait un peu de pédagogie aussi, c'est que je voulais montrer aux gens les liens qu'il y avait entre la musique bretonne, la musique celtique, et la musique anglo-saxonne. La pièce était dans pas la pénombre, mais Alan, il a simplement allumé le bouton. Il m'a expliqué des choses 15 jours après, quand on s'est revus, et j'avais pas besoin d'autres explications. Je lui ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai réalisé que Rory Gallagher était irlandais, que les Beatles étaient les deux, Paul McCartney et John Lennon, d'origine irlandaise. James Taylor, Paul Simon s'est inspiré de la musique écossaise et irlandaise et celtique. Donovan est écossais. Moi, j'avais un trio qui s'appelait Mor, M-O-R, comme la mer en breton, avec Jean-Nine, à ta mémoire, Jean, il est parti il n'y a pas très longtemps, et Serge Lozac. On était 3. On avait formé, c'était Crosby, Stills & Nash. On s'est retrouvés au château d'Hérouville pour enregistrer, quoi. On est, après ce radio-crochet, encore à Bénodet, à 5 minutes de Kermor. Et on se retrouve donc au château d'Hérouville et on fait cet album Station qui est sorti et qui a bien marché, qui a commencé à bien marcher. Puis on s'est un peu chamaillé et puis ça n'a pas duré malheureusement. Et c'est de là, 71, 72, on est à 6 mois de l'Olympia, quoi. Et l'Olympia, ça a été un détonateur pour la musique bretonne qui était prête. Les musiciens bretons se comptaient déjà par 3 ou 4 000. Cette nouvelle génération de Bretons, par rapport à l'ancienne génération qui était toujours un peu complexée vis-à-vis de sa culture, cette nouvelle génération n'attendait qu'une étincelle, et cette étincelle, c'était Stivell. Les déesses celtes font bien les choses quand même, hein, parce que là, ces fameux hasards improbables, hein, je veux dire, parce que c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait cette rencontre, il fallait qu'il y ait cette sensibilité, que nos personnalités soient ce qu'elles étaient. Il fallait que Dan ait cette sensibilité très très forte, très exacerbée, quoi. Il a une sensibilité celtique déjà. Il entendait en fait de ce qui lui plaisait dans le folk dans la musique, pas seulement le folk d'ailleurs, le rock, le pop anglo-saxon. Ce qui lui plaisait, c'est les influences celtiques, sans le savoir, y compris jusque dans les sons de guitare. A priori, je ne faisais pas partie de l'équipe. Alan m'a appelé à l'arrache pour jouer Poplin à la guitare électrique et le reste aussi, quoi. Et moi, j'ai appelé, quand je suis arrivé en tant que guitariste électrique, j'ai senti un vide parce qu'il manquait de tam-tam, quoi. J'ai dit, mais Alan, c'est pas un batteur, il faudrait un batteur, quoi. Oui, mais je sais pas, mais j'en connais un. On était à Chantilly, 36-15, Michel Santangeli est arrivé. Ce qui fait que l'Olympia, le rideau, les gens rentraient dans la salle, on répétait toujours. Le rideau était baissé, quoi. Mais il a fallu qu'on arrête parce que le rideau allait s'ouvrir. Stivell arrive à l'Olympia, la date est symbolique, on va dire que c'est un nouvel âge de l'histoire des musiques bretonnes qui commence à ce moment-là. Mais dans la symbolique de la scène, l'instrument qui lie
la tradition que représente Stivell, à la jeunesse, à la modernité, à la révolte, c'est la guitare et la guitare électrique. De toute évidence, l'Olympia nous a fait tous basculer dans un autre monde, quoi. Et la Bretagne aussi. Personne n'aurait imaginé le succès que ça aurait eu, parce qu'on parlait tout à l'heure de blocage qu'il y avait en Bretagne sur ce fameux complexe d'infériorité, etc. Mais ces blocages-là, ils étaient tellement forts jusqu'alors que du coup, c'est pas imaginable qu'en un temps hyper rapide, c'est en quelques mois, que tout allait s'inverser, en fait. Parce que tout d'un coup, des gens qui avaient honte d'être bretons deviennent chauvins. Il faut croire que ça a eu un impact vraiment incroyable. Mais moi, je n'ai pas réalisé à l'époque. C'est après que j'ai découvert ça au fil et à mesure. Et puis on a eu 5 années complètement folles. De 72 à 77, ça a été infernal dans le bon sens du terme, quoi. Jusqu'à la tournée australienne qui, pour moi, reste le summum. Alors là, l'accueil des Australiens, c'était... Pourtant, on en avait vu, hein, les Belges, ils étaient pas mal. En Belgique, à Lande, la seule solution pour vider la salle, c'était qu'ils jouent de la cornemuse, qu'ils descendent dans la salle et qu'ils sortent de la salle. Et les gens le suivaient. On n'avait pas trouvé d'autre solution, les gens ne partaient pas. La guitare électrique était quand même l'élément porteur de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire du rock'n'roll dans la musique bretonne, mais il était aussi, ça agaçait les puristes qui disaient « Oh, c'est quoi ça ?» Donc j'étais pris entre deux feux. Il y avait des gens, j'étais le symbole un peu par l'instrument que je jouais, pas moi mais la guitare, était symbolique d'un renouveau absolument incroyable et improbable. Et par ailleurs, moi je me rappelle les sœurs Guadec qui disaient « Ah oui, Alan Stivell, c'est bien la harpe et tout. Ah mais la guitare électrique, hein, non, on n'aime pas. » La guitare, c'est l'instrument de la révolte, c'est l'instrument de Woody Guthrie, c'est l'instrument de Bob Dylan. Et la guitare électrique, c'est Woodstock. C'est la jeunesse du monde et c'est sa liberté. C'est Woodstock, c'est tous les guitares héros de l'époque. C'est Clapton, c'est Jimmy Page, c'est toute cette génération qui arrive symboliquement sur la scène de l'Olympia, dans des musiques bretonnes, par Dan Arbraz, pas par quelqu'un d'autre. C'est lui qui est là. Le son d'Anne Arbraz, qui est vraiment un son très particulier, et parce que c'est toujours plein de très jolis accords beaux, ouverts, et en même temps, ce sont des accords qui bourdonnent. C'est-à-dire qu'il garde toujours au moins une note quand il passe à un accord suivant, pour qu'on sente bien le côté bretonnant en même temps, et le côté bourdon de l'accord. Et quand il me disait justement aussi de jouer des fois au piano sur certaines musiques, il me disait bourdonne, c'est-à-dire garde au moins une note quand tu passes à un accord suivant. C'est sa technique, l'une de ses techniques en tout cas, qui fait son son aussi, bien sûr. Il y a un style d'Anne Arbraz, c'est absolument évident. Quand il commence à jouer de la guitare, on entend d'Anne Arbraz. C'est cette façon de jouer, cette fluidité des notes, cette facilité de se promener sur un manche de guitare, ce son qu'il a, il a beau avoir n'importe quelle guitare, on l'entend. Il a indéniablement quelque chose de plus que les autres. Il a une couleur, il a une inventivité, c'est un mélodiste, il sait tout jouer à la guitare, il a un son, c'est un grand musicien. Il n'y a pas photo, ça se discute pas, quoi. Il a un son, alors je plaisante souvent avec lui parce qu'il aura bon de changer de guitare, il aura bon de changer de pédalier, il aura bon de changer, il a toujours le même son. C'est digne d'un vrai guitariste. Il a son son, il a un son. On peut lui donner n'importe quelle guitare, il aura toujours le son. Même si lui pense qu'en mettant plusieurs... Voilà, il a le son d'Alain Arbraz. That's just for you. I knew you'd be there. Okay, here we go. Quand j'ai fait mon premier bal professionnel,
C'était à Plomodierne, la salle qui s'appelle les Glycines, je crois. J'étais avec Jacques Thierry, chef d'orchestre, et on m'avait prêté une guitare. Je n'en avais pas. Et j'ai donc été avec mon papa acheter chez Gaby à la Terre Noire à Quimper la Stratocaster et le Super Reverb de Gaby. Et là, j'ai eu ma première vraie guitare, une Stratocaster, la même que Hank Marvin des Shadows, la même que Jimi Hendrix, la même que Rory Gallagher et tous les autres, quoi. Et donc, je me suis retrouvé avec une Stratocaster et c'est celle-là qui est arrivée à l'Olympia aux côtés d'Alan Stivell. Dan use beaucoup de guitare, mais c'est vrai que comme il joue beaucoup, ça paraît un peu logique. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à lui en refabriquer une sur le modèle de celle qu'il avait, qui était plus réparable quasiment, quoi. C'est toujours teinté d'humour quand on intervient sur une de ces guitares. Quand il s'agit d'installer un micro, très souvent on sort la perceuse sur des guitares qu'il affectionne beaucoup. C'est un peu comme si on opérait son enfant et qu'il n'avait pas envie d'assister à la scène, parce que comme on est un peu sur une grande aire de jeu pour lui, être à l'atelier, nous voir travailler, c'est un peu sympa, mais aller taquiner les guitares en magasin, ça lui fait plus plaisir. Donc il nous laisse faire et puis il va gratter. On change d'époque. Pour schématiser, on pourrait presque dire que je suis doublé sur ma gauche par le punk et doublé sur ma droite par le disco. C'est tout un ensemble de choses, en fait. Quand on change de période, ça fait qu'il y a des circonstances qui nous amènent à nous séparer, etc. Le groupe a explosé en décembre 1975. Donc ça a été la fin de ce groupe-là, le premier groupe de Stivell. Je me suis retrouvé en janvier 1976, le dernier des musiciens. Il n'y avait plus personne, tout le monde était parti. Et donc il a fallu reformer une nouvelle équipe. Et Alan a demandé à Dave Swarbrick, qui est le violoniste de Fairport Convention, de venir avec nous. My group, Fairport Convention, we needed a guitar player, and Dave Swarbrick, who was our violinist, had been playing with Alan Stivell, and Dan was in Alan's group. And after Alan Stivell came back, I think Dan left Alan Stivell, and we needed a guitarist. So Dave Swarbrick said, we must get Dan Arbraz, because he's great. C'est unique, parce que Fairport Convention, surtout à l'époque, c'était un énorme groupe mondial. Et un Français qui va jouer chez des Anglais, je sais pas, c'est pas facile d'en citer d'autres. Hein. Monsieur Dan Arbraz, ladies and gents. Bonsoir. Salut. J'étais tellement heureux d'être au cœur d'un groupe anglais, quoi, faire partie d'un groupe anglais, moi qui avais rêvé de ça, quoi. Hein. Et j'ai appris plein de choses techniquement, ils m'expliquaient des choses, ils avaient de l'avance sur nous, beaucoup d'avance. Et donc, effectivement, 6 mois après, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas comme ils le voulaient, et ils sont revenus aux formules anciennes. Our group disintegrated again. We had, at that time, things changed so quickly in Fairport, and Dan, had a family and he was living in Quimper and we were based in the UK. So it was a very short-lived time. It was only for about 6 months. Le groupe s'est arrêté au mois de juillet et en juillet, j'ai retrouvé Stivell à Calac. Mais déjà, j'avais sorti de Douarnenez. Je pense que Alan, il préférait que je sois à 100% avec lui. Je pense que le fait que je fasse ce disque-là, peut-être qu'il voyait ça, je sais pas, certainement pas comme une concurrence. Comment je pourrais être concurrent de lui? Mais je pense qu'il voyait ça difficilement, quoi. Donc j'ai senti qu'il fallait que je m'en aille, quoi. Donc j'ai choisi de m'en aller, mais à regret. Pardon, à regret, parce que je suis devenu orphelin d'un artiste qui m'a permis de devenir ce que je suis. Et puis, je suis devenu l'ex-guitariste d'Alan Stivell et
toutes les années qui ont suivi, c'était ça sur mes affiches, Dan Arbraz, ex-guitariste d'Alan Stivell. C'est la quintessence de tout ce que j'ai appris grâce à ma tante Simone à Paris, grâce à Georges Chatelain, grâce à Stivell, grâce à la musique bretonne, grâce au blues, grâce à Eric Clapton, grâce à Mike Bloomfield, tous ces gens que j'ai bossés, et tout ce mélange de tout ce qui m'est arrivé, en plus travailler en Angleterre, d'être au cœur d'un groupe anglo-saxon. Eh ben, le résultat, c'est Edouard Neves, ouais. Et moi, je suis arrivé malheureusement avec mon album juste au moment où la vague celtique se tassait. J'ai pas eu de peau. Je quitte Aland, je sors un album et la vague est en train de se ramasser. Après, j'ai fait un deuxième album trop différent, donc ce qui a commencé à monter, on est retombé vite parce que les gens m'ont pas suivi dans ma démarche, quoi. Je découvrais la Bretagne, réellement, tout ce qu'on avait fait aux Bretons, tout ce que des gens avaient enduré, tout ce qu'on disait, toute la honte et tout, et ça me rendait, j'avais la rage. Fermeture de dunes et de pluie, c'est ici que je loge. Cherchez, vous ne me trouverez pas. C'est ici que les lézards réinventent les menhirs. The Earth Lament, mon troisième album, déjà, je sentais que j'étais angoissé, les lamentations de la terre. Quand je vois ce qui se passe maintenant, je veux pas dire que j'ai pas vu avant les autres, mais déjà je m'inquiétais beaucoup pour plein de choses, pour moi-même et pour la terre et pour la société. Donc ça se retrouvait dans mes albums un peu cette déchirure. Après j'ai fait Acoustique, un album acoustique qui correspondait justement à ces tournées que j'allais faire à travers le monde. Donc le côté folk a pris le dessus. Et j'ai commencé à tourner, et alors là, ça a été sans arrêt, quoi. Look around, move around. Don't let the fever put you down. Ain't no use, just spread the tears around. Move your heart and your hands. Stop saying they don't understand. No use to blame yourself today. Je n'ai pas payé très cher, il fallait partir souvent, c'était pas facile pour ma famille, c'était pas facile pour moi. Je crois qu'on était tous un peu dans une fuite, dans quelque chose d'assez complexe et une forme d'abandon un peu des uns des autres. C'était un petit peu compliqué, quoi, pour tout le monde et pour moi aussi. Les années galères dans les années 80, là, c'est sûr que la vie était difficile. S'il avait pu être plus confortable, il aurait bien aimé. Parce que quand il raconte ça, il jouait tout seul dans des petits cabarets, dans des petits pubs. Et il allait dormir chez l'habitant parce que finalement, les cachets ne lui permettaient pas d'aller dormir à l'hôtel. Enfin, quand on voit le succès d'un homme à une époque avec l'héritage des Celtes, il faut savoir que c'est aussi la résultante d'un long chemin qui n'a pas été... qui n'a pas été linéaire et facile. Hein. J'ai eu un projet avec Rory Gallagher qui n'a pas pu voir le jour. Rory était d'accord de m'aider à faire un album de blues, mais j'étais tenu par un contrat avec Hexagone, et Hexagone ne m'a pas libéré. Il est venu à Quimper, et là j'ai été le rencontrer à l'hôtel. Moi j'ai montré ma guitare à Rory, et très gentil, il essaye ma guitare, on discute chiffon un peu, quoi. Et puis le soir, j'ai osé demander, je crois... j'aimerais bien faire un petit bœuf, j'étais gonflé. Tu vois, comme quoi, je suis pas ambitieux, mais là, j'étais gonflé, quoi. Et puis, arrive pratiquement à la fin du concert, et puis tout d'un coup, il y a Donald qui va « Hey, Dan, it's okay, it's okay !» J'ai dit « Qu'est-ce qui est okay ?»« Ben, vas-y, quoi !» Début des années 90, j'ai commencé à gagner un petit peu mieux ma vie. Et j'ai décidé d'investir dans des enregistrements en me disant, je ne sais pas pourquoi, je me dis peut-être qu'un jour, si je re-signe avec une maison de disques, je vais être encore une fois, comme je l'avais été pour Rory, je vais être bloqué. J'aimerais bien faire tous ces albums avant, comme ça ce sera fait. Pour moi, Dan, c'est d'abord et avant tout un très grand compositeur.
qui a écrit des thèmes musicaux exceptionnels. Dan a ce don, je trouve, de composer des mélodies simples et très belles, qui capable d'être assimilé par tout le monde. Il sort album sur album, ils sont magnifiques ces albums. Et ça m'énervait un peu à l'époque que ça marche pas mieux, donc j'avais du plaisir à faire des papiers sur Dan Arbraz à ce moment-là. Songs, il y a eu Frontières de sel, il y a eu Les îles de la mémoire. J'ai refait donc Xavier Graal chanté par Dan Arbraz. Il y a eu Rêve de Siam, la musique du film Rêve de Siam, suite pour cornemuse et guitare. Je crois que c'est 6 albums que j'ai produits pratiquement en 2-3 ans dans le studio de Dave Pegg en Angleterre, le bassiste de Fairport Convention. J'ai produit ça moi-même et puis voilà, j'ai dit voilà, j'ai envie de faire tout ça et j'avais cette boulimie et puis mais je ne savais pas ce qui allait m'arriver après, quoi. En 1991, je me dis, mince, il faut faire un truc. Et je propose à Dan la première rencontre avec le Bagat de Quimper dans le cadre du Festival de Cornouailles, dont je suis le programmateur. Et puis, banco, on y va, on va le faire. Grand succès, phénoménal. Cette rencontre entre Dan et le Bagat de Quimper, ça marque une étape. Ça, c'est la première étape. Mais de quelque chose qui va aller beaucoup plus loin après, sans que j'y pense à ce moment-là. Ah, tu crois? Ouais, j'y avais pensé, mais j'aurais jamais osé. Tu vois, toujours pareil. Les gens qui ont des idées et qui me les amènent sur un plateau. Je fais un petit truc avec le Bagat de Quimper, ça marche du feu de Dieu. Et c'est là, en 92, où Jacques Bernard m'a dit « Est-ce qu'on pourrait se parler ?» Et on a commencé à évoquer l'idée d'un concept, d'un concert, et qui est arrivé à cet héritage des Celtes. L'histoire de l'héritage des Celtes démarre en réalité le 24 août 1992. Le 24 août 1992, j'invite Dan Arbraz à dîner, on est avec quelques amis. Je lui dis, j'ai une idée pour faire les 70 ans du Festival de Cornouailles. Je voudrais que tu sois le centre d'une création musicale, mais donc on va imaginer ensemble. Mais je voudrais que tu sois vraiment devant, sois le centre. Mais forcément, Claire m'en dit, il dit, non, c'est pas ma place, c'est pas moi. Mais je n'étais pas étonné de cette réaction. Je lui dis, écoute, permets-moi d'essayer de convaincre les gens à qui je pense. Et une fois qu'ils auront dit oui, est-ce que tu es d'accord d'y réfléchir? Ouais, mais de toute façon, ils vont pas dire oui. Manque de peau, pour lui. Ils ont tous dit oui. Quand on a répété les morceaux, on a répété toute la journée. José Nedelec, qui était à la régie, dit « Dan, c'est pas possible, les techniciens, ils sont épuisés, on va arrêter tout. » Tout le monde était énervé, quoi. Ça répétait partout, il y avait des cornemuses, des guitares, il y avait un brouhaha sur la scène. Et tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un, peut-être dans un ludique, qui a dit « 3, 4 !» Et les morceaux sont partis. Et il y avait des gens à l'extérieur, sur le Frugy, qui écoutaient la répétition, pas loin de 5, 6, 700 personnes. Et ils se sont levés, ils ont applaudi à la fin de la répé. Et là, je me suis dit, oh, pop. C'était un spectacle à l'origine qui était fait pour être donné pour les 70 ans du Festival de Cornouailles, le 24 juillet 1993, point, terminé. Jamais, au grand jamais, on avait imaginé qu'il y ait une suite, c'était pas prévu. Personne ne pouvait imaginer que ça allait, que les gens allaient demander à ce point-là, mais dis donc, qu'est-ce que vous faites là, votre histoire, vous n'allez pas en rester là, c'est pas possible, quoi. La suite, elle est venue, pas de moi, pas de Dan. Elle est venue de nos amis irlandais qui m'ont dit « Mais t'es complètement fou, avec de la matière première comme ça, avec des artistes de ce talent-là, mais il faut absolument aller plus loin. » Jacques Bernard, avec deux camarades, ils ont cassé leur tirelire. Ils ont envoyé tout le monde à Dublin parce que tout le monde voulait que cette aventure ne s'arrête pas à un seul concert. On réunit tout ce monde et on fait cet enregistrement à Windmill et tout le monde travaille très dur. Et puis là, il y a une rencontre que je vais faire, enfin plutôt je vais recevoir un coup de fil d'un monsieur que j'ai connu il y a des années avant quand
quand je vendais des disques pour le compte de Keltia Music un peu partout en France, j'avais rencontré un stagiaire à la FNAC, à Grenoble, qui s'appelait Olivier Montfort. Pour alors, il n'était plus vraiment stagiaire. Il était devenu entre-temps président de Sony. Je ne savais pas que ce que j'avais rêvé allait en fait se réaliser, c'est que je signe avec une major. Parce que quelque part, pour moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vivre ça, vivre avec une major. Et d'un coup, du jour au lendemain, voilà que ce premier album, à Pignon sur rue, il sort le 4 novembre 1994, et en un mois, il est disque d'or. Quand l'album est sorti, il est sorti à l'Espace Culturel à Quimper, j'ai 500 albums de vendus le premier jour, quoi. J'ai signé 500 albums. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure, j'en pouvais plus. Comme en plus, j'avais envie de raconter ma vie à tout le monde. Ah, si vous saviez combien je suis content que ça marche, enfin. Enfin, je faisais un poème à chacun, quoi. Dan Arbraz, version Héritage des Celtes, il a déjà une carrière derrière lui, hein. Et à partir du moment où il avait aussi ce parcours, cette expérience, c'était son heure, c'était à lui maintenant, c'était son tour. Greenland, c'est la mélodie qui a porté ses rêves, et je suis tellement content quand j'ai vu l'impact que ça avait sur les gens, quoi. Quand les gens au Zénith à Paris ont commencé à chanter, on leur avait pas demandé de chanter, mais au moment où je me suis dit, mais attends, j'entendais des bruits, je dis, attends, mais c'est les gens qui chantent. Donc on a arrêté de jouer, ça s'est passé comme ça la première fois. Et puis on a laissé les gens chanter, et ils se sont appropriés la mélodie. C'est magnifique, quoi. C'est exceptionnel. Ce morceau est aujourd'hui interprété dans tous les festivals celtiques dans le monde. C'est devenu un morceau cultissime. D'ailleurs, tout le monde pense qu'il est traditionnel. Non, il est écrit, composé par Dan Arbraz. Quand on l'a racheté en 1993, on a eu la chance de croiser l'Héritage des Celtes au même moment. Coup de bol. Et qui c'est qui est là? C'est Dan. Et voilà, donc on peut dire que la modernité de cette maison et son avenir radieux, c'est en partie lié à cette rencontre qui a fait que la Bretagne est devenue d'un seul coup moderne, et tout le monde s'est mis à l'aimer. Et là où je suis très fier, par contre, mais très très fier, c'est d'avoir fait rentrer dans les salles des générations, plusieurs générations au même concert. Les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Moi qui adore fédérer, j'ai vraiment eu une belle récompense. C'était ma plus belle récompense, c'est d'avoir pu fédérer tous ces musiciens différents et de calmer le jeu au niveau de l'ego, que la musique soit la star. L'idée de l'Héritage des Celtes, tout ça, pour moi, c'est fantastique. Et ça a été hyper bien réussi. Et ce qui a été aussi très réussi, c'est d'arriver justement à rendre encore plus évident finalement cette celtitude pour tout un chacun. Les Celtes, la musique celtique, etc. C'est quand même grâce à l'Héritage des Celtes. L'interceltisme, c'est un rêve de chez nous, parce qu'on est dans ce carcan, parce qu'on est là où on est. Je crois que l'interceltisme a été inventé à Lorient, au festival, a été inventé par Aland, a été un désir qui a été exprimé par ce festival et Aland et moi aussi. Et les gens d'ici ont toujours un peu rêvé de ce cousinage, mais je ne pense pas que ce soit la même chose chez eux, quoi. Je crois que la Bretagne a plus besoin de l'interceltisme et des pays celtiques pour s'affirmer en France dans sa singularité que l'Irlande et l'Écosse ont besoin, ou le Pays de Galles, auraient besoin de la Bretagne pour s'affirmer face à l'Angleterre. Je crois que nous, face à la France et dans un État très centralisé, nous avons éminemment besoin d'affirmer, de déclamer notre identité celtique bien plus que les Irlandais n'en ont besoin. Il n'y a pas eu de succès international, mais j'aurais pu le dire, parce que quand les gens le disaient, je les laissais dire, oui, succès international. Je dis bon, et puis quand on me laissait la parole, je dis bon, on va calmer le jeu. International, pas vraiment. Mais bon, 1 200 000 albums, on ne va pas se plaindre. Qui souhaite bonne chance en effet
au groupe qui nous représente ce soir et à la direction d'orchestre Fiacre Trench. Vous allez voir, un bijou cette chanson. On était à Dublin en train d'enregistrer Finistère et Diwanit Bugalé, cette chanson était prévue dans l'album avec le Bagad et on l'a joué d'ailleurs. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone, je m'en rappelle très bien, Jacques Bernard, mon producteur, m'appelle, Dan, je peux te parler? Je dis oui, t'as une seconde, oui, t'es assis, il me dit, oui, je suis assis. Puis il me dit, ben voilà, il a été décidé que ce serait vous qui alliez à l'Eurovision à Oslo cette année. Et ben il me dit, tu vas aller chanter en breton. Je dis pardon? Ben ouais mon vieux. Je dis attends, pas moi, ben oui, mais c'est à toi qu'on demande, c'est une chance incroyable. Et puis je me suis dit, tiens, c'est pas une mauvaise idée, une langue qui a été interdite, possibilité de la chanter devant des millions de gens, ça me tombe dessus. C'est une chanson que j'ai écrite en français, qui a été traduite et arrangée par Gweltazar Fur de Quimper, ici en breton. Puis j'ai pensé à tous ceux à qui on avait interdit cette langue, et puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de drôle en même temps. Et puis moi, je me suis retrouvé encore au milieu d'un truc que j'avais pas imaginé, quoi. Grâce à l'ultime série qui vient d'être effectuée, la France disposera durablement d'une défense fiable et moderne. C'est de la géopolitique, l'Eurovision, quoi. Je n'avais pas imaginé qu'il y avait eu les essais nucléaires du Mururoa, que la Scandinavie en particulier était dans une colère folle après tout ce qui était français, et que même des groupes étaient obligés d'annuler leurs concerts en Hollande parce qu'il y a eu des menaces d'attentats. Donc ça avait été très loin, les gens ont un peu oublié ça, quoi. Et donc on s'est retrouvés là-bas comme des pestiférés. Dan, moi, je t'ai pris une veste, mais comme n'importe quel artiste français aurait fait à l'époque, parce que c'était clairement un vote anti-essai nucléaire de Chirac qui donnait une image désastreuse de la France, quoi, à ce moment-là. Et Dan, qui était le plus européen de tous, qui arrivait avec une chanteuse écossaise, une chanteuse galloise, un chef d'orchestre irlandais. Enfin, était parfait pour l'Eurovision, qui venait en plus chanter dans une langue qu'il apprenait à 300 millions de ses spectateurs, que la langue bretonne existait encore. On avait des réunions après chaque répétition, on allait dans un studio, et puis on disait non, ça c'est pas bien, montez ceci. Il y avait des choses qui étaient en direct, d'autres qui étaient en playback. Et la bande son a été baissée, quoi. Donc on nous a aussi saboté notre chanson. Il aurait mérité, à mon sens, d'avoir le soutien des autres Celtes. Et je me rappelle que l'Irlande avait mis 0 point. Donc je trouvais que c'était petit, quoi. Mais c'est une Irlandaise qui avait gagné, qui après avait repris la chanson d'Diwanit Bugalé en disant qu'elle la trouvait très belle. Donc, Ça a été aussi écrit dans la presse le lendemain que la chanson française était la plus belle. Ça reste ma plus belle expérience, ouais, parce que j'ai pensé à tous ces gens à qui on a interdit leur langue, quand même. Il faut être gonflé, quand même. Comme je dis toujours, apprendre une langue, une nouvelle langue à des gens, c'est bien, mais le faire en détruisant une langue, c'est dégueulasse, quoi. Et je me suis dit, pour ces gens-là, j'y vais, quoi. Mais je ne pensais pas que j'allais prendre tant que ça dans la figure. Mais ça reste le plus grand moment de ma vie, parce que quand je suis rentré d'Oslo, j'étais plus le même homme. Un moment où j'aurais pu bien entendre que Sony me dise « Écoutez, monsieur Dan Arbraz, les gens veulent de la cornemuse, vous allez nous faire de la cornemuse, s'il vous plaît. » Et là, je fais un album de guitare. J'ai vraiment découvert Dan plus avec cet album-là, qui est un album donc solo, plus vraiment guitare seule. C'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans l'univers Dan Arbrazien. La mémoire des volets blancs, je crois que c'est après Musique pour les... C'est le troisième, quoi. Après Musique pour les séances à venir, Septembre bleu, La mémoire des volets blancs, c'était ma trilogie. Ça s'est fait dans le désordre, mais ça s'est fait. Et surtout,
Ça s'est fait avec les moyens que Sony m'a accordés. Puis Goldman a eu la gentillesse d'écrire un gentil mot de présentation de l'album, et c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Goldman, je lui ai écrit souvent des petits mots, je lui ai envoyé mes albums. J'ai jamais osé l'approcher. Il est venu jouer à Quimper une fois, j'ai même pas osé aller le voir. Et après, effectivement, j'ai osé lui demander de m'écrire des textes. Et là, je pense que Jean-Jacques, quand il écrit pour quelqu'un, il cerne bien la personne. D'abord, tu reçois un texte de Goldman, ça fait drôle, quoi. Tu as écrit une petite musique et tu reçois un MP3 avec la voix de Goldman qui chante une chanson. Ça fait très drôle. Adieu ma si belle, tu n'y es pour rien. L'amour et le ciel, on ne les voit bien que de loin. Guette à ta fenêtre, ou respire enfin. Et finalement, je me suis retrouvée auteur de Dan Arbraz, parce que lui, à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, enregistré à Toi et Ceux, il avait 2 mélodies sans paroles, et il m'a dit écoute, non, j'ai vu ton texte là, est-ce que tu pourrais pas m'écrire mais vite, parce qu'il m'a dit là, on est en train de boucler l'album, et j'ai dû passer des nuits, plusieurs nuits, j'aime beaucoup écrire la nuit, et je lui ai envoyé les paroles assez rapidement, mais après des heures d'écriture, et il était super content. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez magique finalement, d'avoir cette osmose entre elle qui trouvait dans les musiques l'inspiration des mots et lui qui trouvait dans ses mots ce qu'il avait voulu dire à travers sa musique. Donc ça a vraiment donné des belles compositions. À toi et ceux qui sont partis de l'autre côté, sans un adieu, j'ai toujours le regret d'avoir laissé la pudeur m'empêcher de parler, sans même oser te dire que je t'aimais. Quand il est sorti Cornwall Soundtrack, il a dit c'est mon dernier album, et il était sincère. C'était ça au départ, oui, la bande son un peu de ce pays qui est le mien, et avec bien sûr une dose de nostalgie et de mélancolie. Et puis mon fiston est parti. Et donc l'album a pris une toute autre couleur, quoi. C'est tellement douloureux qu'il n'y a pas beaucoup de mots pour l'exprimer. Et j'ai dit, et puis qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je ne vais pas arriver, voilà, c'est mon nouvel album. Non. Encore une fois, je ne peux pas imaginer de commercialiser ma douleur, quoi. Une belle personne avait dit un jour, je le dis parce que c'est la vérité, on ne vit pas avec toi, on vit à côté de toi. Je pense qu'avec sa guitare, il cherche à continuer à vivre, en fait, ça le tient debout. Et c'est quelqu'un qui aime les gens, mais qui aime aussi beaucoup la solitude. Et cette solitude est peuplée de guitares. C'est nos deux solitudes qui se sont un peu retrouvées et dans une harmonie. Elle m'a accompagné dans ma vie, dans les moments qui ont été les plus durs de toute ma vie. Et ça compte. C'était toi, mon destin, comme le phare des marins. Je crois que c'est un bel album. On a enfin réussi cette harmonie musicale à enregistrer cet album. Ça aura pris du temps. Qui sera jamais blasé, parce qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, il sait que et il a raison, parce que finalement, c'est jamais gagné. Et ça lui donne... effectivement, il est toujours surpris que les gens soient contents à la fin d'un concert, applaudissent. On pourrait penser que c'est évident. Sur la scène, il a tendance à se cacher un peu quand il est en groupe, et on l'a vu très souvent, reculer parfois, pour ne pas être là, au premier plan, sous le halo de la lumière. Je suis tellement mieux quand je suis planqué derrière quelqu'un, quoi. Les techniciens du théâtre de Bobino, ils m'appelaient Tarzan, parce que j'étais toujours à la moitié du rideau. Il y avait la moitié de moi sur scène et la moitié dans les loges. Et ils disaient hey, Tarzan, c'est quand qu'il monte au rideau, là? C'est pas un showman du tout. Il est toujours sur la réserve, et je lui dis souvent de
de donner, quand il donne du bonheur aux gens, il devrait aller encore plus loin. Il le recevrait encore plus. Je l'ai vu parfois, après certains concerts, avec ce trop-plein d'amour du public, parce que c'est ça qui s'est passé. C'est un trop-plein presque d'amour du public. Ah, il a pris ça, très forte dose, compliqué parfois, très compliqué. D'ailleurs, à la fin du concert de l'Héritage des Celtes, j'ai prétexté, j'avais du matériel à ramener chez moi. J'en pouvais plus, je suis rentré avec mon fiston et je suis jamais revenu. Et puis José, le régisseur, dit « Mais il est où, Dan ?» Il a dit qu'il allait ramener son matériel. Il fallait pas le laisser partir. Il va jamais revenir. Et je suis jamais revenu. Il est très discret, c'est sûr. Et Dan, c'est un garçon qui est humble, comme beaucoup de Finistériens, humble, mais tellement efficace. La plupart des artistes, même les plus sympathiques que j'ai rencontrés, ont un certain ego qui leur permet de foncer, de monter sur scène. Et c'était pas le style d'Anne Arbraz, ça ne l'est toujours pas. Je dirais plutôt que c'est une espèce de bon artisan, d'orfèvre, qui travaille dans son coin et qui, lorsqu'il le sent bien, y va. Dan, il a plein d'idées, et là-dessus, je l'ai accompagné dans cette idée Dan Ardance, Dan Andance, que ça se dit en breton, et nous avons fait un jeu de mots. Il avait besoin de ça, de se retrouver avec une nouvelle guitare, une strato, et avoir ce son rock. Là, il revient avec de l'énergie, et l'énergie du rock avec son Dan Ardance. Donc c'est bon, on n'est pas prêt de ne plus entendre Dan Arbraz, et c'est très bien. C'est fabuleux.